Monsieur Charles Konabani, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Qui êtes-vous? Jacques Roger, depuis donc, les États-Unis d'Amérique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Leroy. Donc ce soir, alors comme je le disais, Konabani, vous êtes l'un des hommes, j'allais dire, voilà, assez important que pour la Côte d'Ivoire. Vous faites partie, donc j'allais dire, donc des hommes ressources que le président Houphouët-Boigny a formés pour la relève, j'allais dire, le développement donc de la Côte d'Ivoire. Il nous disait dans son temps que donc l'après Houphouët sera encore meilleur. Voilà. Vous avez aussi occupé donc des postes assez donc importants et prestigieux, j'allais dire. Vous avez été donc de la BCAO. Merci beaucoup. Position assez importante vous avez été donc confiée. Vous avez été donc Premier ministre, aussi ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. Ensuite, président de la commission Dialogue et Vérité. Les Ivoiriens sont mitigés par rapport un peu donc à votre gouverneur pendant 15 ans et Premier ministre pendant 15 mois. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est comme ça en politique, mais puisque vous parlez de ma vie, peut-être qu'on va s'en... C'est ça qui m'a fait connaître, non seulement des Ivoiriens, mais de l'Afrique et du monde. N'est-ce pas? Et j'imagine que c'est à cause de cela, et pour cela aussi, lorsque notre pays a connu une période difficile, la communauté internationale a considéré que j'avais le profil pour pouvoir apporter ma contribution à la sortie de crise. Donc on ne peut pas... Je souhaite qu'on s'arrête peut-être, si les auditeurs le veulent aussi, que ma vie ne commence pas par 15 mois de primature, même si la fonction était éminente. La banque et le baccalauréat. Après le baccalauréat, je suis venu en France pour faire des études supérieures. J'ai travaillé j'ai été secrétaire général de l'Organisation interafricaine de café. Vous voyez ce que ça signifie? Le café, c'était quand même le produit sur lequel la Côte d'Ivoire a reposé pendant longtemps, avant que le cacao ne vienne renforcer la base économique de ce pays. Et c'est en 1973 que j'ai été appelé à la Banque centrale, où je suis resté jusqu'en jusqu'en 2005. Voilà, donc la primature c'est de 2006 à 2007 entre nous. C'est quand même... oui, mais pas revu ma vie à cela, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, mais vous me demandiez de faire mon bilan. Je dis qu'importe. Est-ce qu'on peut passer... Mission. Donc, on voulait savoir quelle était la mission qui vous avait été donc confiée. Est-ce que vous pensez, vous, que vous avez réussi cette mission? C'était la mission qu'on m'avait confiée en tant que Premier ministre, c'est cela? Voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, au soir, est-ce que vous pensez que vous avez accompli cette mission? Mission accomplie et mission réussie, c'est deux choses. J'ai bien l'impression, et c'est en partant de la primature, j'ai dit qu'en mon âme et conscience, j'ai accompli ma mission. Mais maintenant, est-ce que la mission a été réussie? Ça, c'est pas à moi d'apprécier, c'est aux Ivoiriens d'apprécier. Je voudrais vous dire une chose. Quand je suis... Ce que nous allons faire, nous allons directement commencer par vous, M. Mathieu Boabré, le temps donc d'essayer de corriger un peu le petit problème que nous avons. Alors, M. Mathieu Boabré, allez-y pour vos questions pour le Premier ministre, M. Charles Konabani, qui est donc candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Allez-y, Mathieu Boabré. Merci beaucoup, Jacques. On espère que les dieux de la technique seront avec nous. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Vous avez tout à l'heure insisté à ce qu'on commence certainement par votre passage à la BCAO, ce qui est d'ailleurs normal puisque vous y avez passé 15 ans. On pourra certainement lui demander les grands points de son programme de gouvernement, sinon que j'aurais voulu commencer par même son passage au niveau du gouvernement, comme il a dit lui-même, bon, comme vous voulez ainsi. Alors, monsieur le Premier ministre, vous êtes donc candidat déclaré aux élections à venir. Alors, pour nous, la diaspora, ils sont nombreux qui ne savent pas encore qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur l'échiquier politique ivoirien. Oui, c'est monsieur Boabré, monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous les frères qui sont aux États-Unis. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau sur l'échiquier ivoirien? C'est ça que vous... Oui, en termes de...
Oui, en termes de votre programme, tout ce que les gens doivent savoir effectivement pour vous voter demain. Ah, bon. D'abord, je voudrais vous remercier de la confiance que vous me faites et vous dire que je suis candidat pour enfin rassembler les Ivoiriens, pour les remettre au travail, pour reconstruire la Côte d'Ivoire et pour faire en sorte que les Ivoiriens se sentent de nouveau frères, n'est-ce pas? Et que nous reconstruisions ce pays qui, depuis un certain temps, ne ressemble pas au pays dans lequel nous avons vécu. Je suis candidat pour extirper la violence de nos rapports politiques et sociaux. Je suis candidat pour que les libertés soient garanties, pour que la sécurité des Ivoiriens soit également notre partage, et que chacun puisse vaquer à ses occupations en toute sérénité, en toute sécurité, et les Ivoiriens aient de nouveau confiance en eux-mêmes et confiance en leurs frères. Ce n'est pas un programme, c'est le fondement de mon action. Le programme sera élaboré plus tard et je pense que ce que je viens de dire est le socle sur lequel nous allons bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le Premier ministre, pour être beaucoup plus concret, vous êtes candidat donc aux élections à venir, mais rarement on a entendu les cadres du PDCI, à part monsieur Kwadwo Konan Bertin qui le fait depuis certainement un bon moment, à part on a entendu les cadres du PDCI critiquer de façon sérieuse la gestion de monsieur Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir. Alors, que lui reprochez-vous exactement aujourd'hui pour que vous cherchiez à ne pas lui permettre un second mandat? Pourquoi voulez-vous que je permette un second mandat? Vous êtes démocrate ou vous n'êtes pas démocrate? Pourquoi vous raisonnez en termes d'accorder un second mandat à un citoyen? C'est pas comme ça. Je ne suis pas candidat contre un individu. Je ne suis pas candidat contre M. Ouattara. Je suis candidat pour construire la Côte d'Ivoire. Je suis candidat pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire avec mes amis, ceux qui me font confiance. Je ne suis jamais candidat contre. Je suis un candidat pour. Voilà la différence. Donc, M. Ouattara peut faire tout bien, c'est très bien, mais moi je suis candidat pour peut-être faire mieux, en tout cas faire aussi bien. Voilà. Alors, justement, c'est justement sur ce point que je voulais que vous interveniez. Est-ce que en termes de bilan, vous êtes Ivoirien, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez vu M. Ouattara diriger pendant ces 5 années. Quel est, selon vous, est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de son bilan, sur son bilan, pour être précis? Je ne suis pas candidat pour critiquer le bilan de quelqu'un. Je suis candidat pour apporter quelque chose de différent. C'est pas mon problème le bilan de M. Ouattara. M. Ouattara aura à défendre son bilan devant le peuple de Côte d'Ivoire, qui jugera. Voilà. Il faut voir les problèmes différemment maintenant. Ce n'est pas la référence. On doit juger les uns et les autres par rapport à ce qu'ils apportent au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Dans la critique, dans l'investigation. D'accord. La critique. Vous avez compris? J'ai été un homme d'action, un homme d'action, un homme public. J'ai agi dans ma vie. Je sais ce que c'est que agir, faire, et je sais aussi ce que c'est que critiquer. Alors, souvent les critiques sont stériles. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut apporter. Et je souhaiterais que nous discutions, que vous compreniez que je veux apporter quelque chose de différent. Je vous ai dit, je veux remettre les Ivoiriens ensemble, au travail. Je veux faire en sorte que les Ivoiriens aient de nouveau confiance en eux, chacun en lui-même, et les uns dans les autres. Je veux bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire des libertés. Je veux garantir les libertés. Je veux faire en sorte que la sécurité soit établie en Côte d'Ivoire. Je veux que le pays soit complètement
dépouiller de toutes les armes, que le désarmement soit effectif, que les armes ne soient plus un élément sur lequel on assoit la politique. Ce sont des choses concrètes. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, alors, merci pour votre vision, merci pour votre façon, la façon que vous utilisez pour faire la politique, mais généralement, comme vous avez parlé de démocratie, nous qui sommes dans les pays ici, les pays démocratiques par excellence, et d'ailleurs cela se fait aussi en Afrique, lorsque vous êtes candidat aux élections présidentielles, pour être beaucoup plus concret, c'est par rapport à votre programme de gouvernement que vous pensez élaborer un peu plus tard, mais aussi c'est par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes obligé de dire ce qui n'a pas marché et que vous voulez apporter. Alors là, vous refusez pratiquement de dire, de porter un regard critique sur le régime en place. Alors, c'est un peu difficile à comprendre. Je vais vous expliquer. Le fait même que je sois en train de vous dire que je suis candidat veut dire que je suis en rupture avec le président de la République actuelle. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous connaissez mon passé et si vous connaissez mon origine, je vous dis, je suis en rupture sur une ou deux choses, peut-être trois. Je suis en rupture avec tout ce qui est déni de la démocratie. Je considère que le fait que le président du PDCI-RDA ait empêché le PDCI-RDA d'avoir son candidat, alors même que le congrès du PDCI l'avait acté, le fait qu'il ait décidé unilatéralement de faire autre chose est un déni de démocratie. Je veux... On vous attend très bien, allez-y. Très bien. Donc, je disais donc que le fait que je suis candidat est déjà un acte de rupture. Je considère que l'acte posé par le président de Dieu est un déni de démocratie. Je considère que le président de la République, qui doit garantir la stabilité à terme de la Côte d'Ivoire, et que cette stabilité doit passer par la façon de faire, je suis en rupture avec lui. Donc je me pose en défenseur de la démocratie et des libertés. Ça c'est important. C'est important. Et par ailleurs, je considère que les Ivoiriens doivent se remettre ensemble dans leur pays pour reconstruire le pays. Je considère que les Ivoiriens doivent, dans la paix, se remettre ensemble et construire un état de droit, une justice équitable, une justice qui ne soit pas aux ordres. Je suis sur les valeurs pour le moment. Et les valeurs, c'est important. Je considère que ce pays doit instituer les rapports entre citoyens qui reposent sur le dialogue en permanence. Le dialogue, arme de fort, comme nous a dit le président Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous, tout à l'heure, de faire le bilan de mon action en tant que Premier ministre. Je vous ai dit que, bon, je pourrais le faire. Mais souvenez-vous que quand je prenais la primature, tous les responsables politiques ivoiriens étaient en rupture de dialogue. Le pays était divisé en deux. À partir de Dieu-Benoît, il y avait une porte métallique. Il séparait le territoire ivoirien en deux. Qui est-ce qui a fait tomber ce rideau de fer? Qui est-ce qui est allé la première fois à Boaké pour ramener nos frères qui étaient de l'autre côté, disait-on, du rideau de fer? Qui est allé à l'ouest pour ramener nos frères qui étaient là-bas? Qui a amené l'école aux enfants de la région de l'ouest et de Boaké? Évidemment, on a oublié tout cela. Ce sont là des choses qui sont importantes pour la construction d'une nation.
et je suis candidat, pour que ces choses qui sont tout à fait normales redeviennent normales dans un pays, et que ce ne soit pas exceptionnel. Je veux que la Côte d'Ivoire redevienne un pays normal et non pas un pays en perpétuelle sortie de crise. Voilà quelques éléments qui fondent ma décision d'être candidat. Voilà. Alors, comme vous faites un peu allusion à votre passage en tant que Premier ministre au niveau du gouvernement que vous avez formé sous M. Laurent Gbagbo, alors ils sont nombreux, les Ivoiriens qui ne vous pardonnent pas d'avoir beaucoup tergiversé sur ce passage-là, surtout en termes d'action que vous devriez mener pour réussir pleinement votre mission. Par exemple, vous auriez pu faire un désarmement propre avant les élections. Hélas, les Ivoiriens disent que vous avez plutôt choisi de faire concomitamment, c'est votre terme, toutes les étapes importantes de ce processus-là. Et cela nous a conduit où nous sommes aujourd'hui, après les élections. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que si vous reprenez ce terme-là, c'est que vous ne connaissez pas les questions qui se posent en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas les questions. Quelles étaient les questions? Il fallait à la fois désarmer, et il fallait, comme vous dites, concomitamment identifier, n'est-ce pas, les populations, régler les problèmes de l'état civil qui étaient complètement anéantis. Et vous vous souvenez que ceux qui avaient pris les armes ont dit nous sommes prêts à remettre une Kalachnikov contre une pièce d'identité. Ce n'est pas la concomitance, hein. Et je vais vous dire une chose, c'est parce qu'on n'a pas fait cela. Nous étions en train de réussir ces deux actions parallèles. Lorsque les tenants, ceux qui étaient armés, ont quitté la table de négociation. Je vous rappelle que je suis resté 15 mois Premier ministre. Si on veut être objectif, en 15 mois, les avancées ont été considérables. Je suis parti, c'est 3 ans après, il y a eu des élections. Et ces élections sont terminées par une guerre. Et aujourd'hui, nous parlons encore de désarmement. Qui n'a pas fait quoi? Qui n'a pas réussi à faire quoi? Entre-temps, il y a eu l'accord politique de Ouagadougou qui a imposé des obligations aux uns et aux autres par le biais du dialogue direct. J'ai applaudi le dialogue direct entre le président Gbagbo et Guillaume Soro, parce que ce sont les deux belligérants. Mais cela a donné quoi, concrètement? Est-ce que le désarmement a eu lieu? Est-ce que l'identification a été parfaite? Les élections qui se sont déroulées en 2010 se sont terminées par une guerre. Alors, je suis un Ivoirien et il faut que nous soyons un peu plus objectifs dans l'appréciation de la situation de notre pays. Et c'est pour tout cela que je suis candidat. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Voilà, c'est donc Jacques Roger. Vous allez nous excuser tout à l'heure pour l'incident. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes candidat donc à l'élection présidentielle. Le PDCI-RDA vient de choisir donc son candidat, voilà, à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que ce choix, qui est tellement amer pour vous, sonne pour vous comme une sorte, j'allais dire, donc de défi personnel? Et qu'allez-vous faire? Pas du tout. Je ne suis pas. Non, je ne réagis pas. Je suis candidat pour apporter quelque chose de positif, mais pas contre une décision. Je considère que la décision du président est un déni de démocratie. Que si on avait laissé le PDCI appliquer ces résolutions, j'aurais été candidat au sein du PDCI. Maintenant, le PDCI aurait pu ne pas me choisir. J'aurais respecté les règles. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas un candidat de protestation. Je dis tout simplement que nous
Donc, nous sommes, je ne suis pas un candidat, je ne suis pas candidat pour protester. Je proteste contre le déni de démocratie. Je pense effectivement que nous devons tout faire pour asseoir la démocratie et la consolider. Et nous pensions que les élections de 2015 allaient nous permettre de faire avancer la démocratie. C'est la voie que nous avons choisie pour pouvoir construire une Côte d'Ivoire solide et apaisée, durablement apaisée. Je pensais que nous étions sortis des régimes autocratiques. Je pensais que nous étions gardés de toute gestion qui aurait tendance à s'orienter vers la gouvernance solitaire. Et tout ça, il n'y a que la démocratie qui garantit le droit à la différence et la liberté. Chaque fois qu'une décision qui est prise n'est pas prise dans le cadre d'un débat, d'un échange, d'un dialogue, je pense que c'est un déni de démocratie. Je pense que ce n'est pas, disons, ça ne va pas servir notre pays. Alors, la question que je suis tenté donc de vous poser, est-ce que là, vous allez vous battre à l'interne, j'allais dire, à l'intérieur donc du PDCI-RDA, certainement pour pouvoir bénéficier la voix donc des militants, ou bien à l'extérieur? Je pose cette question parce que M. Bikawe a été clair que le candidat qui utilisera donc, si vous voulez, le logo du PDCI-RDA sera certainement traduit en justice, monsieur. Cher Mohamed, vous avez une vision réductrice de la politique qui me désole. Alors, je vais vous illustrer ça. Vous pensez que la voix du secrétaire général du PDCI-RDA représente le parti. Il représente le parti, certes, mais il n'est pas le parti. Le parti, ce sont les militants. Ça, c'est bien. Deuxièmement, vous pensez que le logo est le seul élément qui va faire en sorte que les militants du parti se reconnaissent en un candidat. Dites-moi, vous connaissez la Côte d'Ivoire? Bien sûr, monsieur le Premier ministre. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Vous savez comment je m'appelle? D'où je viens? Vous connaissez mon âge? Vous connaissez l'âge du PDCI? Vous connaissez l'âge du PDCI? Vous connaissez l'origine du PDCI? Je suis un enfant du PDCI. Personne en Côte d'Ivoire ne peut contester cela. Et on va rester un peu dans la gérontocratie. Bikawe que j'admire en tant que excellent médecin, c'est un jeune frère. Il ne peut pas me faire de leçons de légitimité en matière de PDCI-RDA. Ne disons pas les choses à ce niveau. Bikawe est dans son rôle. Je suis même certain qu'il ne partage pas ce qu'il dit. N'est-ce pas? Je vous écoute. Ils sont chacun dans son rôle. Mais moi, je suis candidat, je suis un fils du PDCI, un fils du pays. Je suis candidat au sein du parti. Le parti dit qu'il ne me donnera pas son... comment dire ça qu'il ne donne pas son investiture. Soit, je le regrette, vraiment. Mais est-ce que pour autant, cela doit m'empêcher de me présenter devant mes compatriotes ivoiriens, au-delà même des militants du PDCI, devant tous mes compatriotes ivoiriens, qu'ils soient PDCI ou pas. Donc, ne réduisons pas la politique à des étiquettes et à des personnalités aussi éminentes soient-elles. Voilà pourquoi je suis candidat. Voilà pourquoi je deviens candidat. Je suis pressé que nous arrivions au jour des élections, que nous soyons devant le peuple de Côte d'Ivoire. C'est seul le peuple de Côte d'Ivoire peut juger. Oui, monsieur Daniel, tout à l'heure vous avez dit que vous êtes pressé, nous arrivons certainement aux élections, je vous comprends. Pour le moment, est-ce que vous pensez minimal pour l'organisation des élections démocratiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont réunies? Vous avez parlé d'une justice aux ordres, on parle d'une CEI aussi aux ordres, il n'y a pas encore le fichier électoral. Nous allons travailler pour que ces élections soient transparentes, justes, équitables, et il faut que toutes ces conditions-là soient réunies, vous avez raison.
Ce sont des grands dossiers sur lesquels nous avons travaillé. Il faut que toutes les conditions soient établies pour que ces élections permettent à la Côte d'Ivoire, parce qu'elles auront été transparentes, parce qu'elles auront été équitables, parce qu'elles auront garanti toute la sécurité, non seulement des candidats, mais de l'opération elle-même. Elles permettront de loi de sortir enfin de cette situation dans laquelle les politiciens vont jeter depuis trop longtemps. Voilà. Avant donc au docteur Jean-Aimé Moukoutou depuis Paris, nous sommes à quelques mois donc des élections. Le président de la Cour constitutionnelle, celui-là essentiel. Et vous n'êtes pas sûr qu'il va démissionner. Il a ses raisons. Moi, je constate malheureusement que Francis a démissionné, que le professeur Moudi a démissionné. Je ne sais pas. Jean-Aimé Moukoutou, pour vous poser donc sa question. Docteur Jean-Aimé Moukoutou, puisque nous n'avons plus assez de temps, allez-y pour votre question pour le Premier ministre, M. Charles Konabani. Oui, merci, M. Jacques Roger. Une question, c'est vraiment dommage, puisque nous avons une grande personnalité, M. Charles Konabani, qu'on ne peut pas avoir tout le temps. Je voudrais d'abord vous saluer, cher monsieur. Vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle. Je voudrais vous poser la première question très simple et je voudrais avoir une réponse précise, concise. Je sais que vous êtes un homme politique respectable. Est-ce que l'article 35 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire permettra au docteur Alassane Ouattara de se présenter à la prochaine élection présidentielle? J'ai deux autres questions. J'attends l'avis de M. Jacques Roger, s'il me permettra de vous les poser. Cher ami, merci pour votre appréciation. Je pense que dans un pays, une étape aussi importante que l'élection présidentielle se déroule conformément aux lois et règlements. Et en la matière, il y a la loi fondamentale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle doit être... Nous devons appliquer notre Constitution à tout le monde. Donc la Constitution de la Côte d'Ivoire, dans toutes ses dispositions, doit être appliquée. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je ne suis pas juge constitutionnel. Je ne suis pas juge constitutionnel. Je suis un candidat. Je suis un citoyen. Je dis que nous devons respecter notre Constitution. Et un juge constitutionnel, c'est à lui d'apprécier si Charles Konabani remplit les conditions pour être candidat. Si monsieur tel ou tel, monsieur Kouadio Konabertin, monsieur le professeur Kabambrou, monsieur Siamara, monsieur X ou Y, ils seront candidats s'ils remplit les conditions. C'est ça l'égalité devant le droit. Et c'est ce que nous appelons, c'est ce que nous voulons. Voilà la réponse que je voulais apporter à votre question. Je ne sais pas si elle est précise comme vous l'avez souhaité, mais voilà comment je vois la chose. Excusez-moi, Monsieur le Président, si vous me permettez, puisque vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire, comme vous le savez que la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays de l'Afrique. Je reprends ma question. Vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire. On vous pose la question suivante. Il y a une élection présidentielle qui arrive. Est-ce que la constitution de votre pays, en lisant l'article 35, permettra à M. Alassane Ouattara de se présenter à une élection présidentielle? Est-ce que vous savez, est-ce que dans un pays, voyez-vous, ça c'est la dérive contre laquelle je vais me surgir, il faut respecter les compétences, cher ami. Le président de la République dans un pays est garant de la Constitution. Le président de la République dans un pays est garant de la Constitution. Il y a dans les institutions un juge, n'est-ce pas? Le juge, celui qui juge la constitutionnalité des actes et qui interprète la Constitution, que nous, c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, je ne sais. C'est clair quand même. Pourquoi voulez-vous qu'en tant que citoyen, en tant que citoyen, moi, je m'érige en juge constitutionnel? D'abord, je n'ai pas les compétences matière pour ça.
Et puis, évidemment, et je vous dis, je vous donne la réponse, puisque la Constitution a été votée et que j'ai apporté ma voix, que cette Constitution qui a été votée doit être appliquée. Pourquoi vous parlez d'un article seulement? Tous les articles doivent être appliqués. La Constitution doit être appliquée. C'est clair quand même. Voilà. Docteur Mouketou, la deuxième question, hein, rapidement. D'accord, la deuxième question, je suis désolé, en tant que citoyen ivoirien, la justice est faite au nom des citoyens ivoiriens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Deuxième question, concerne toujours sur l'article 35. Bon, je peux faire fermer ce débat. Deuxième question, sur le procès de Madame Simone Gbagbo. Tous les observateurs. Oui. Voilà, s'agissant du procès de Madame Simone Gbagbo, tous les observateurs disent que les accusations sont très faibles, les témoignages sont douteux. Et le résultat, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que votre pays, la Côte d'Ivoire, a une bonne justice? Autrement dit, peut-on parler de réconciliation dans votre pays avec de tels procédés? Je vous remercie. Vous êtes de quel pays, vous? Je suis du Gabon, je suis enseignant à l'Académie de Versailles. D'accord. Je suis animateur aussi de l'émission Dr Mouketou reçoit sur Afrique. D'accord, ne faites pas de raccourcis de ce genre. C'est une cour d'assises qui s'est réunie, hein, n'est-ce pas? Une cour d'assises, si vous êtes enseignant, vous devez savoir. Donc, vous me demandez si mon pays a une bonne justice, ça veut dire quoi? Faut être précis. J'ai déjà dit ce que je pensais. Dit. Si vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire, vous devez savoir ce que je n'ai dit. J'ai dit ceci, concrètement, que cette décision ne rassure pas les Ivoiriens. Parce que, d'abord, elles ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Deuxièmement, cela s'apparente à une justice aux ordres. Que tout cela ne me paraît pas équitable. Vous savez, je viens de sortir d'un processus que j'ai conduit, de la réconciliation. J'ai présidé la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les piliers que nous avons posés sont les suivants. Ni impunité, ni vengeance, mais justice dans l'équité. Et à la fin, le pardon et la réconciliation. Je veux pouvoir retrouver dans la période que traverse notre pays ces valeurs dans toutes les décisions de justice. Je n'ai pas trouvé l'équité. Je n'ai pas trouvé la sérénité. J'ai trouvé une justice aux ordres quand je vois la panoplie des sentences qui ont été prononcées, appliquées aux hommes, aux uns aux autres, et quand je les rapporte à la situation politique que traverse le pays au sein des partis. J'ai une question, plusieurs questions, mais je vais en poser seulement une seule ce soir, pour ne pas vous obliger à désosser votre programme de gouvernement que vous protégez pour le moment. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la politique politicienne a fait d'énormes dégâts. Nous avons des gens, des maîtrisards qui ont passé leur temps souvent à discuter politique, aujourd'hui sont au chômage. Il y a un taux de chômage qui est quand même assez élevé en Côte d'Ivoire, sans compter les fractures, n'est-ce pas, une fracture sociale très impressionnante. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez une solution à cela? À votre avis, si vous êtes élu demain président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que vous envisagez changer la façon dont la politique pourrait se faire en Côte d'Ivoire? On vous a écouté sur BBC. Voilà, alors vous avez la parole. Tout à fait. Le terme de politique politicienne, vous savez d'où il vient? Il vient de Ibrahim Kebandaï, qui a été président, un grand juge, hein,
était même juge à La Haye, c'était un Sénégalais. Alors, il définissait la politique politicienne comme un peu qui s'apparente à la discussion sur le seuil des anges, c'est-à-dire où on tourne en rond. La politique politicienne, c'est celle qui ne développe rien du tout. Effectivement, les Africains sont adeptes de la politique politicienne. Il faut mettre fin à cela. Il faut faire en sorte, par contre, que les citoyens participent à la définition des politiques publiques qui vont s'appliquer à leur existence, à leur vie. Donc, moi, je ferai en sorte qu'au lieu de la politique politicienne, il y a une participation effective des citoyens à l'élaboration de toutes les politiques qui vont les engager, qui vont engager leur vie. En différent de la politique politicienne. Il y a des structures pour cela, il y a des méthodes pour cela. Voilà. Et oui, en matière de social et tout ce que vous avez dit, je pense effectivement que le grand problème chez nous, c'est que toutes les évolutions des grands agrégats économiques, en particulier de la croissance économique, notre problème, c'est que premièrement, elle n'est pas suffisamment inclusive, comme on dit, elle n'est pas inductrice d'emploi, et elle n'est pas suffisamment distributive. Une chose est de produire, de croître, une autre chose est de partager le fruit de la croissance. Et ce que l'on observe, et je suis désolé, c'est que ça, ce n'est pas des propos théoriques, et tout le monde le sait, que tout ce qui le produit de la croissance sont accaparés par un petit nombre. Un petit nombre. Généralement dans nos pays, et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cela. Elle n'échappe pas à cela. Nous allons faire en sorte que, effectivement, le produit du travail des Ivoiriens bénéficie au plus grand nombre. Et là aussi, il y a des méthodes pour cela. Et je pense qu'avec cela, nous pourrons obtenir l'adhésion du plus grand nombre à l'élaboration et à la vie économique et sociale de notre pays. Merci pour... Oui, alors, j'ai une dernière question, Jacques, si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Merci. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous avez un programme très chargé. Vous avez dit sur BBC quelque chose de très important qui m'a personnellement frappé. Vous avez dit faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était, un pays où on vit heureux. En fait, je ne pense pas que ça soit sorti comme cela. À votre avis, est-ce que vous pouvez développer un peu plus vivre heureux en Côte d'Ivoire? Vivre heureux. Quand vous avez dit cela, il y a des journaux qui ont repris pour dire que vous étiez, voici encore l'ivoirité qui revient. Mais vivre heureux, pour vous, candidat à la présidentielle, futur président, peut-être, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Les Ivoiriens se sentent bien dans leur pays que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je considère comme ça les Ivoiriens de souche, les Ivoiriens d'adoption. Moi, je ne suis pas... Tous ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas dans ce genre de concept. Hein. Alors, avant de répondre à votre question, ainsi donc, il est interdit de souhaiter que des Ivoiriens soient heureux. Une fois que vous dites ça, c'est que vous êtes, comme ils ont dit, ivoiritaire. C'est un peu bizarre. Alors, ceux qui souhaitent que les Ivoiriens ne soient pas heureux, qui se désignent, ils soient malheureux, alors ils ne compteront pas parmi eux. Je veux que les Ivoiriens se sentent heureux, qu'il y ait cette joie de vivre. Cette joie de vivre. Même quand on n'est pas riche, on peut être heureux et digne et fier. La Côte d'Ivoire est caractérisée par ça, la convivialité, le bonheur, hein, dans la simplicité, pas forcément dans l'opulence. Hein, se sentir à l'aise sur toi, vaquer tranquillement, aller voir le frère qui est à côté, hein,
ne pas se sentir traqués, ne pas se sentir surveillés. Voyez-vous, on a des dirigeants qui ont des gadgets, des nouveaux gadgets qu'ils ont découverts et qui sont dans leur bureau. Et il suffit qu'ils appuient des boutons pour qu'ils sachent tout ce qui se passe chez vous et ils sont contents de montrer à leurs petits amis, etc. Et nous le savons ça. Sous prétexte de sécurité, en vérité, ils entrent dans la vie privée des uns et des autres. Et les Ivoiriens le savent. Vous ne pouvez pas être heureux quand vous savez que vous êtes épillés comme ça dans vos faits et gestes. Les Ivoiriens moi je me sens en liberté surveillée. Et je souhaiterais que la confiance qui a été un élément important dans le développement de ce pays, la confiance revienne, que les Ivoiriens aient confiance les uns dans les autres. C'est dans cette confiance-là que nous allons assurer la sécurité collective et le bonheur pour tous. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est ça, d'abord. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Nous allons aller donc dans l'État de New York avec monsieur Kwasi Dougan, qui lui est un peu proche de monsieur Laurent Gbagbo. Je crois qu'il a beaucoup aimé le programme de monsieur Laurent Gbagbo. Alors, monsieur Kwasi Dougan, allez-y pour votre question. Oui, merci Jacques Roger Chaud pour tout ce que vous faites pour nous donner, comment s'appelle, les grandes informations et avec des grandes interviews. Merci, monsieur le Premier ministre. La petite question que je voudrais vous poser, c'est que vous voulez être président, tout le monde, beaucoup supportent votre candidature, mais il y a des gens qui disent dans la rue que vous avez été à la tête de la commission de la CDVR et vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens et vous voulez être président. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je réponds que quand je serai président, je vais les réconcilier. Parce qu'en vérité, celui qui doit réconcilier, c'est le chef de l'État. Okay. Mais évidemment. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris que c'est le président de la République qui doit réconcilier? Ça fait partie de son programme. Vous savez, j'ai accepté d'apporter ma contribution parce qu'il a dit rassembler les Ivoiriens, les réconcilier pour reconstruire. C'est son programme. C'est lui qui doit réconcilier les Ivoiriens. C'est lui qui doit prendre les décisions pour faire en sorte que la moitié des Ivoiriens qui ont voté pour Laurent Gbagbo acceptent. C'est lui qui doit leur prendre la main. Et si vous l'interrogez, il vous dira que ce genre de conseil, je l'ai souvent donné. Mais qui prend la décision? Vous m'entendez toujours? Je ne m'entends plus. Là. Oui, nous t'entendons, allez-y. Non, on vous attend, monsieur le Président. On dit souvent ceci, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je suis un conseiller. Mais la réconciliation me tient à cœur. Quand j'ai été Premier ministre, j'étais Premier ministre d'un gouvernement de réconciliation. Et quand je suis venu, c'est moi qui ai fait la première réunion pour réunir M. Soro, M. Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié. Vous avez oublié cela, Ayam Sokro. J'ai fait 4 ou 5 réunions de cette nature, présidées par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan qui est venu, présidé par le président du Congo, etc. C'était des grandes réunions de réconciliation où on devait faire avancer le programme de réconciliation. C'est Charles Konabani qui a pris cette initiative-là. Mais quand je venais, mes frères, Bédié, Ouattara, Soro et Gbagbo, ne se voyaient pas, ne se parlaient même pas. Vous avez oublié tout ça? Quand je venais en 2005, je l'ai dit tantôt, le pays était coupé en deux, il y avait un rideau de fer à Diabonois. Pour aller à Boaké, c'est comme si on allait dans un autre pays. C'est moi qui ai fait tomber ce rideau de fer. C'est moi qui ai ramené les enfants à l'école. Alors, voyez-vous, la réconciliation, la vraie réconciliation, ça doit faire partie des actes politiques importants du chef de l'État. C'est pour ça que je veux être président pour réconcilier définitivement les Ivoiriens.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Dougan. Alors, nous allons donc revenir à Washington DC, avec l'écrivain Laurent Agueyi, qui est donc le partisan donc du Gbagbo ou rien. Voilà, Laurent Agueyi, vous êtes en ligne. Alors, Monsieur Laurent Agueyi, est-ce que vous nous entendez depuis Washington DC? Oui, Jacques, vous m'entendez? Oui, allez-y, Monsieur Agueyi. Merci au Premier ministre. J'ai deux petites questions. La première question, c'est au niveau, pendant que vous étiez gouverneur de la banque, les agents du BCAO ont été braqués par les rebelles et jusque-là, vous n'avez rien dit. C'est ma première question. La deuxième, c'est au niveau des pouvoirs élargis que vous aviez pendant que vous étiez Premier ministre de Laurent Gbagbo. Alors, si vous êtes président demain et que on vous nomme un Premier ministre et on vous donne des pouvoirs élargis. Alors, expliquez-nous ces pouvoirs élargis, qu'est-ce que c'était? Non, en fait, voyez-vous, moi, j'ai un défaut, et je vais amener mes compatriotes à être précis. Vous dites des termes comme cela, et puis vous ne savez pas c'est quoi le pouvoir élargi. Il y avait une résolution, vous ne l'avez pas lu, 17-21. Mais je vais vous aider. Quand il y a eu la rébellion, en 2002, une série de conférences en est suivie. Et la plus fameuse, c'est Marcoussis. Les Ivoiriens, les acteurs politiques se sont réunis là-bas à Marcoussis. Mais dites-moi, quand ils se sont réunis à Marcoussis, et qu'en plus, après, ils sont allés aux Nations Unies pour voter les résolutions, est-ce que vous avez remarqué qu'aucune de ces résolutions n'a acté la suspension de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, et c'est tant mieux. Parce que pendant tout ce temps, la Constitution de la Côte d'Ivoire a été maîtrisée. Et la feuille de voûte de la Constitution de la Côte d'Ivoire, c'est le président de la République. Monsieur Laurent Gbagbo est demeuré président de la République conformément à la Constitution, avec les pouvoirs qui lui sont dus par la Constitution. Et dans ces conditions-là, le Premier ministre lui a été enlevé. La seule chose, c'est que ce n'est plus lui qui a nommé le Premier ministre. Oui. Alors que, normalement, la nomination du Premier ministre est de la compétence exclusive du président de la République. Mais en situation de crise, la résolution qui est venue donc s'ajouter à la Constitution et qui sont le corpus juridique qui régissait la Côte d'Ivoire a amené le président de la République à ne plus être le seul qui nomme le Premier ministre. M. Sédou Diarra n'a pas été nommé par M. Gbagbo. Charles Konan-Banny n'a pas été nommé par M. Gbagbo, sauf que si le président Gbagbo n'avait pas été d'accord, le Premier ministre n'eût pas été Sédou Diarra, ni Charles Konan-Banny, puisqu'il a récusé d'autres au passage. Donc, Gbagbo est demeuré président de la République avec les pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution de Côte d'Ivoire. On n'a pas suspendu, la Côte d'Ivoire n'était pas sous tutelle. Il faut être précis. Il s'agit de la vie d'un pays. Moi, je suis venu pour apporter ma contribution en tandem avec le président Gbagbo, comme je l'ai dit, pour aider les Ivoiriens à sortir notre pays à sortir de la situation. En quoi faisant? En aidant la réconciliation, en faisant donc l'identification des populations, en demandant des pièces d'identité, et en amenant ceux qui ont pris les armes à désarmer, et si possible, quand on aurait fini tout ça, en organisant des élections. Je vous signale que tout ça devait être fait en 10 mois. Oui, monsieur le Premier ministre. Bon, voici ce que je devais faire. Alors, le pouvoir est là. Oui, monsieur le Premier ministre. Oui. Alors. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. Voilà, il y avait une petite coupure, mais ça va. Allez-y. Okay. Donc, le pouvoir, donc la résolution 533, qui s'est terminée en octobre 2006,
Dans la résolution du 7-21, c'est là où on a parlé de pouvoir. Alors, monsieur le président, des hauts fonctionnaires, c'est ça que nous avons appelé des pouvoirs élargis. Mais, au fond, qui avait l'armée? Qui avait l'armée sous le main? Il y avait d'un côté M. Soro Guillaume, qui était donc le chef des forces armées, des forces nouvelles, et bien sûr le président de la République, Laurent Gbagbo, qui avait les forces qu'on qualifiait de loyalistes. Le premier ministre, il avait quelle force armée? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que notre pays redevienne un pays normal. Et c'est pour ça que j'ai accompagné le dialogue direct. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous me parlez de la BCEAO, je été gouverneur de la BCEAO, les banques ont été braquées, j'ai jamais rien dit. Mais pourquoi vous dites des choses, des affirmations qui ne sont pas fondées? Je vais porter plainte. Les plaintes sont là, auprès de tous les tribunaux de... C'est ça. Puisque vous dites que ce sont les rebelles, vous êtes prêts à aller témoigner? Parce que là, nous sommes dans un domaine où vous pouvez, n'importe quel citoyen, si les choses sont faites, peut se porter témoin. Mais en tant que gouverneur, j'ai fait mon travail. Maintenant, si vous me demandez de me transformer en enquêteur, en police, ça, effectivement, ce n'est pas dans mes possibilités ni dans le rôle de gouverneur. Je signale que c'était la première fois que la Banque centrale avait affaire à... Monsieur le Premier ministre, voilà, je pense que nous avons... Hein? Alors, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous nous entendez hein? Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission, hein? C'est toute cette émission donc j'ai chaud. Hein? Nous avons donc le Premier ministre, hein? Monsieur Charles Konan Banny, candidat à l'élection présidentielle, qui est donc avec nous hein, depuis pratiquement bientôt 1 heure. Voilà, nous avons quelques petits soucis, mais nous allons tenter donc de l'avoir dans une petite minute. Je ne sais pas si ce sera en ligne, hein, si elle voulait certainement faire une petite intervention en attendant hein, que nous ayons le Premier ministre. Alors si ce sera, bonsoir, comment allez-vous, sister? Bonsoir Jacques, je vais très bien, merci, et vous? Voilà, ça va très bien. Alors, venez d'écouter un peu le Premier ministre, nous avons quelques difficultés, hein, mais voilà, de façon ramassée, hein, donc quel commentaire vous pouvez faire par rapport aux réponses aux questions hein? Ben, le Premier ministre a donné les réponses adéquates. Je pense que ce que j'apprécie chez lui, c'est son calme, des réponses assez posées, très claires. Hein, il ne tourne pas autour du pot, il n'essaie pas d'essayer... il n'essaie pas d'éviter les questions. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il a été clair dans ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. Il veut le bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur le territoire. Donc, c'est quelqu'un que nous devons soutenir. Vous savez ma position ici. Hein, tous ceux qui viennent pour apporter un changement en Côte d'Ivoire, eh bien, nous sommes prêts à les soutenir. Mais peut-être que quand il reviendra, Jacques, moi, je lui poserai une question. Je ne sais pas si ça a été déjà posé. C'est de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir. Et quand je dis ils, y compris le Premier ministre, comment est-ce qu'ils vont réussir? Tous ceux-là qui aujourd'hui sont candidats contre M. Ouattara, comment vont-ils réussir à gagner la confiance des Ivoiriens quand on a l'impression qu'ils ont tous trempé dans cette combine avec M. Ouattara? Voilà, vous vous rappelez ce qu'a dit Kofi Tiburs ici, en parlant de leur voyage auprès des vieux baoulés, demandant que on vote Ouattara pour qu'en 2015, M. Banny soit le prochain candidat. Voilà, donc ça, ce sont des questions fondamentales auxquelles le Premier ministre devrait nous donner des réponses. Je vais bien. En ligne, alors. Restez en ligne.
Voilà, il répondra à la question et puis vous allez poser votre question tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, voilà, merci Monsieur le Premier ministre. Alors, je ne vous critiquais pas, hein, Monsieur le Premier ministre. Je vous ai même pas entendu, j'adore les critiques. Positive. Voilà. Alors, vous êtes en train de répondre donc à la question. Allez-y, Monsieur le Premier ministre. Oui, je disais donc pour le pillage des agents de la BCEAO, j'ai porté plainte. Je disais qu'on ne m'a jamais entendu. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit pas d'aller pleurer. Il s'agit d'agir. J'ai porté plainte et les plaintes courent devant les tribunaux des 8 pays de l'Union et à Paris aussi. Donc les plaintes sont en cours. Et comme il a l'air d'en savoir un peu plus, parce que lui désigne ceux qui ont fait ça, je lui conseillais de se porter témoin de cette affaire, peut-être ça aidera. Voilà. À découvrir la vérité. Voilà, peut-être que ça aidera, voilà. Puisque nous allons du côté donc de Massachusetts, que vous devez connaître très bien, Boston, hein, avec Sister Sarah, animatrice de l'émission, donc Réflexion. Alors, Sister Sarah, vous avez le Premier ministre en ligne, allez-y. Merci Jacques. Alors, bonsoir encore Monsieur le Premier ministre. Tout à l'heure, j'ai posé une question, voilà, j'ai posé une question avant votre arrivée. Je disais, voici ma question, comment est-ce que vous allez réussir, vous qui êtes aujourd'hui tous contre M. Ouattara et qui, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, avait collaboré de façon un peu étroite, même parler du mot trempé dans certaines combines, comment est-ce que vous allez réussir à gagner notre confiance et à nous sécuriser? Je dis cela parce que ici, sur cette même radio, M. Kofi Tibus nous avait dit que vous aviez mené des campagnes pour les élections de 2010, demandant à nos parents baoulés de voter pour M. Ouattara, parce qu'il y avait une alliance sous la table qui ferait de vous le prochain candidat en 2015. Ce qui, à mon avis, n'a pas eu lieu. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on vous a doublé. Et si on vous a doublé, comment est-ce que nous, on peut vous faire confiance pour la présidence de Côte d'Ivoire? Qui peut me faire confiance? Vous ou bien? Oui, tous les Ivoiriens. Non, nous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Mais écoutez, moi je laisse à chaque Ivoirien le soin. Je suis un homme, j'aime la liberté, hein, à vous de juger, de savoir si M. Ouattara est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire, ou Charles Konabani, lui aussi est capable. Et si je fais campagne pour lui, c'est parce que nous étions dans un arrangement, dans un accord de parti. Et je vous ai dit, en tout cas j'ai répondu avant que vous me preniez la parole, que je ne comprenais pas pourquoi cet accord-là n'a pas été mis en œuvre pour cette fois-ci. Chaque candidat va sur l'étiquette de son parti, et puis au deuxième tour, on choisit parmi les partis qui se sont regroupés au sein de RHDP, on choisit le mieux placé, on est derrière lui. C'est ce que nous avons fait en 2010. Pourquoi en 2015 on ne le ferait pas? On a fait ça à profiter à Ouattara. Pourquoi on ne le fait pas en 2015? Peut-être parce que M. Ouattara pense qu'il n'avait pas de choses d'être qualifié. Je ne crois pas quand même. Non, c'est pas ça. Parce que je pense que le président sortant a quand même quelque chose d'aller au deuxième tour. Non, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de deuxième tour. Il voulait faire un coup KO, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de coup KO possible en Côte d'Ivoire. C'est pas possible ça. On ne gagne pas au fait. Ça, c'est pas possible. Sauf bien sûr, si certaines méthodes sont utilisées, contre lesquelles d'ailleurs nous allons lutter. Nous voulons un scrutin libre, transparent et juste. Et pourquoi, si on va au deuxième tour, donc on aurait pu faire l'arrangement de 2010, le mieux placé parmi les deux ou les trois candidats membres des partis de RHDP, bon, les autres se seraient mis derrière eux. Alors, le fait tout simplement de ne pas accepter cet arrangement et de faire des occasions et surtout de faire ce que j'appelle un coup d'état civil, puisque aussi bien ce qui a été fait au sein du PCI s'apparente à un non-respect des lois qui régissent le domaine, la démocratie. Le PDCI avait le droit d'avoir son candidat, on lui a donné ce droit. Imaginez-vous que samedi prochain,
le RDR va organiser une convention pour désigner le président Ouattara. Le PDCI n'a pas ce droit-là. On a dénié au PDCI le droit de dérouler son mécanisme. Le parti le plus ancien, le parti creusé, le parti qui a construit la Côte d'Ivoire, le parti du père fondateur. Ça ne vous révolte pas ça? Moi, ça m'a révolté. Et vu comme par ailleurs, je ne me sens pas moins capable que l'autre, je me porte candidat. Maintenant, je considère que les citoyens sont libres. Vous vous dites, vous avez de la peine à me faire confiance parce que j'ai fait campagne pour Ouattara. Donc vous faites confiance à Ouattara et qui m'a fait campagne, non? Hein? Non. Campagne pour quelqu'un, ça me fait... On ne lui fait pas confiance, c'est pour ça qu'on vous écoute ce soir, parce qu'on veut avoir des bases, monsieur le ministre. C'est pour ça qu'on vous écoute. Moi, je ne lui fais plus confiance. C'est que vous avez raison avant moi, mais moi, je ne lui fais plus confiance. Voilà. Hein? Vous déjà, vous allez me dire. Non, nous, il y a longtemps qu'on a laissé tomber M. Ouattara, c'est pour ça qu'on est un peu fâché. Quand on voit, voilà, il y a longtemps que nous, on savait qui était Ouattara. Ah, mais il fallait me le dire. D'accord, alors, si c'est ça. Merci, monsieur le Premier ministre. Voilà. Voilà, on va poser les questions et puis libérer le Premier ministre qui a beaucoup donc voilà, un programme assez chargé. Alors, monsieur le Premier ministre, on va aller donc prendre monsieur Yves Bambara, qui est donc de Faso Radio, Burkina Faso, qui a contribué donc à la chute d'un Blaise Compaoré au Burkina Faso. Yves, allez-y pour une question très courte, puisque nous n'avons pas assez de temps. Merci, Excellence, monsieur le Premier ministre, bonsoir. Tous mes respects et mes souhaits pour que vous soyez le futur président de la Côte d'Ivoire. Ma question est simple. Vous avez aujourd'hui un invité encombrant en Côte d'Ivoire. Et quand je dis encombrant, je m'excuse du mot. C'est le mot qui, puisque son nom a été cité dans plusieurs responsabilités qui ont endeuillé le continent africain, dont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je parle de Blaise Compaoré, l'ancien président de Chili, Blaise Compaoré. Si vous êtes président de la Côte d'Ivoire, que ferait-il de lui de demain? Merci. Écoutez, on va se parler directement en toute franchise. J'ai travaillé pendant longtemps, pendant les 15 ans où j'étais Premier ministre. J'étais gouverneur, excusez-moi. Voyez-vous, pendant les 15 ans où j'étais gouverneur, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le président Compaoré, avec lequel j'ai même parfois développer des relations vraiment de fraternité. Et j'ai beaucoup apprécié par endroits son sens de pragmatisme. Je n'étais pas un idéologue. Il était très pratique et très pragmatique. Et il était toujours en train de chercher des solutions aux problèmes. Ce Blaise Compaoré, tel que je viens de le décrire, je l'ai quelquefois admiré. Mais voyez-vous, l'autre problème, c'est pour ça que la démocratie est un élément important, c'est que nous ne savons pas quitter la table. Le pouvoir use à lui-même. Tous les pouvoirs usent. Mais comme on dit, le pouvoir absolu use absolument. Donc ça fatigue. Et je regrette que le président Compaoré, qui souvent savait lire, voyait venir les choses, n'ait pas pu voir venir ce qui lui est arrivé. Maintenant, le peuple burkinabé a décidé, je suis heureux que ça se soit passé sans trop de violence, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu trop de sang versé. Je suis heureux que sa vie ait été préservée et il se retrouve en Côte d'Ivoire. Alors, vous dites qu'il est encombrant. D'abord, c'est notre beau-frère. Il est marié en Afrique, c'est important. C'est sûr que la dame avec qui il est marié, nos familles se connaissent. Donc, c'est ma sœur. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il est dans cette situation-là que je veux la régner. C'est notre sœur. C'est normal que si son mari et elle, s'ils sont en difficulté, on puisse les accueillir. Donc, et puis, au fond, la tradition de la Côte d'Ivoire a toujours été d'être une terre d'accueil. Il faut que la Côte d'Ivoire demeure une terre d'accueil. Ça, je suis très attaché à cela. Voilà pour ceux qui pensent que je suis adepte de repli sur soi. Non, je suis un homme ouvert.
Je pense que la Côte d'Ivoire que nous servons, a été une terre d'accueil et doit le demeurer. Surtout pour nos frères qui sont en difficulté. Or, le président comparé est suffisamment avisé, un homme d'État, pour savoir qu'une fois qu'il a été accueilli dans les conditions que nous avons, il saura se fondre dans la population et ne pas être gênant pour les affaires publiques. Moi, je lui fais confiance. Il saura donc comment se tenir pour ne pas être gênant dans les affaires publiques, en particulier dans les échéances importantes qui nous attendent, quel que soit ces penchants pour les uns ou les autres. Voilà, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Des questions, nous allons vous libérer. Hein. Je crois qu'il y a Mathieu Boabré qui a posé une question, il est passé au Raga, et puis nous allons vous libérer. Hein. Mathieu Boabré, allez-y rapidement. Hein. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous est parti. Rapidement pour votre question. Oui, Jacques, merci. Rapidement. Hein. Monsieur le Premier ministre, selon le décret numéro 2005-01, PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle de 2005 qui se sont finalement déroulés en 2010, à son article 1er, je parle bien de ce décret-là et je ne vous demande pas d'être constitutionnaliste, mais je veux juste votre avis sur tous les termes qui ont été utilisés à l'article 1er de ce décret. On dit à titre exceptionnel et uniquement pour l'élection d'octobre, l'élection présidentielle d'octobre 2005, donc 2010, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles, exceptionnellement pour les élections de 2005. Alors, monsieur le Premier ministre, vous êtes candidat aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce décret-là, surtout cet article-là, certains s'en servent pour dire que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que la Constitution doit être respectée. La Constitution, c'est le texte fondamental, il doit être respecté. Et je ne suis pas juge constitutionnel, je l'ai déjà répondu à cette question. Et le juge constitutionnel, c'est celui qui va juger de la validité de la candidature des uns et des autres par rapport à la loi fondamentale. Mais laissons les juges faire leur travail. Nous pouvons avoir des avis, etc. Mais ce sont des avis de novices. Ce sont des avis qui peuvent être taxés d'avis partisans. N'est-ce pas? En l'espèce, il faut être prudent. Il faut être juste dans son appréciation. Il faut être précis. N'est-ce pas? Et laissons le juge faire. Faisons confiance au juge constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donc aller à Chicago avec le pasteur Ouraga. La toute dernière question et puis votre mot de fin. Alors, pasteur Ouraga, allez-y pour votre question pour le Premier ministre. Ok, merci Jacques Roger. Merci encore pour tout ce que tu fais pour le monde et surtout pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir monsieur le Premier ministre. Charles Konambani. Ben, nous sommes dans la joie parce que nous savons que vous êtes en train de faire un combat pour libérer les Ivoiriens et surtout toute la Côte d'Ivoire et surtout toute l'Afrique. Mais j'ai une seule question. Depuis la crise que nous avons tous connue, les armes sont encore dans les maisons et dans la main des besoins et partout. Alors vous pensez que cette élection dont vous parlez, dont vous êtes candidat, aura bel et bien lieu pendant que les armes circulent partout. Nous avons nos enfants déchirés, égorgés partout. C'est ce que je voulais vous poser comme la question. Voilà, monsieur le Premier ministre, ça nous amène à la problématique du désarmement. Hein? Allez-y. Oui, tout à fait. C'est le désarmement qui est devenu un serpent de mer. Voilà pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire qui doit redevenir un pays normal. Il est évident que tant que des armes circuleront dans le pays, aucune élection ne pourra être labellisée transparente et juste. Tant qu'il y aura des supplétifs aux armées qui s'appelleront X ou Y, ou des bouzous ou autres, auxquels on aura eu recours
parce qu'on a eu recours à eux pendant un certain temps, se sont érigés en force publique alors qu'ils n'en ont pas le droit, et qui peuvent peser, ils peuvent effrayer les citoyens ordinaires lorsqu'il va vouloir aller accomplir son devoir de citoyen et voter, lorsque sa présence tout simplement dans les environnements leur présence peut empêcher les uns les autres d'aller accomplir leur devoir de vote. Vous voyez que ce sont là des entraves. Des entraves. Oui, le mieux, c'est que tout cela n'existe pas. Et le mieux, c'est que le pays soit totalement désarmé avant que les élections n'aient lieu, en tout état de cause. Il faut qu'on en appelle à tous ceux qui nous aident et qui veulent que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation pour qu'ils considèrent ce problème de désarmement ou, à tout le moins, s'assurer que ces élections vont se dérouler en toute sécurité pour les citoyens qui ont décidé d'aller accomplir leur devoir de vote et que les armes n'empêchent pas les uns les autres d'y aller. Et que certains n'utilisent pas les armes comme un autre moyen pour voter, soit pour eux-mêmes, soit pour voter contre leurs adversaires. Voilà, le désarmement est important. Merci beaucoup. Le désarmement est important, monsieur le Premier ministre. Alors, votre mot de fin, hein, mais juste la toute dernière question. Vous aviez dit que vous auriez besoin donc d'une grande coalition hein, pour pouvoir battre M. Ouattara. Ce qui veut dire que vous aurez donc besoin aussi donc des voix hein, donc de l'opposition et surtout des partisans de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale devient donc un petit pèlerinage obligé hein, pour tous ceux qui demandent la voix donc du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous envisagez hein, un tour à la Cour pénale internationale? Même si je vais, ce ne serait pas dans cette optique. Ce ne serait pas dans l'optique d'aller demander d'aller voir Laurent Gbagbo en tant que grand électeur. Ce n'est pas du tout ça. J'irai le voir d'abord parce que nous avons des relations fraternelles et amicales et que bon, c'est normal que, étant là où il est, on manifeste quand même de la sympathie, de la compassion et de la solidarité. Je vais le voir à ce titre. Et puis c'est biblique, hein. J'étais en prison, on m'avait visité. Donc c'est tout à fait, j'irai dans ce sens-là. Non pas parce que je veux qu'il donne un ordre à je ne sais qui, pour que les uns et les autres votent pour moi. Non, c'est pas dans ce sens que moi j'agis. Si vous voulez donner un sens politique à une éventuelle visite que nous fera Laurent Gbagbo, ce serait pour que nous parlions de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est là-bas, qu'il n'a pas une idée de ce que la Côte d'Ivoire doit être. Surtout, je dirais, parce qu'il est là-bas. Parce qu'il a payé le plus cher. N'est-ce pas? Il doit aujourd'hui avoir suffisamment de temps pour méditer sur le fait qu'il a été pendant 10 ans président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été le plus longtemps président après Félix Houphouët-Boigny. Donc il a une responsabilité particulière. J'imagine que sur la Côte d'Ivoire, son pays, il a des idées. Et moi, ça m'intéresserait d'échanger avec lui et d'échanger aussi sur nos actions passées, nos erreurs communes. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'était pas tout à fait à la hauteur de ce que nous aurions dû faire. C'est important. Et enfin, si je vais le voir, c'est pour que nous se mettions d'accord qu'il n'y a pas d'autre voie pour la Côte d'Ivoire que la voie de la réconciliation. De mettre les Ivoiriens ensemble. Et Laurent Gbagbo a un rôle à jouer dans la réconciliation des Ivoiriens. Je l'ai dit au lendemain de ma prise de fonction en tant que président de la commission de dialogue, vérité et réconciliation. C'est pour cela que pendant mon mandat, j'avais projeté d'aller le voir pour qu'il engage sa voix et la voix de ceux qui lui font confiance dans ce processus incontournable qu'est la réconciliation. Voici les éléments qui m'amèneraient à si je veux le voir, sur lesquels nous discuterions, et non pas pour aller quérir des voix.
Personne n'est propriétaire des voix des citoyens, même si je reconnais son influence. Mais on ne va pas pour ces actes politiciens, ça ne ressemble pas à cela. Voilà. Monsieur le Premier ministre, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Nous avons eu quelques difficultés en début d'émission, mais tout est bien qui finit bien. Allez-y pour votre mot de fin. Je l'ai dit, un peu, si vous voulez lancer un appel à vos compatriotes qui vous écoutent, allez-y. Non, le mot de fin, bon, simplement, ça va vers vous, hein. Tout le monde vous a remercié pour ce que vous faites, c'est bien, continuez. Je suis fier de voir que mes compatriotes s'investissent dans la communication, dans les moyens modernes, même si, comme vous dites, la technique doit marcher de longtemps, mais ce n'est pas de votre faute. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci de m'avoir invité. Et puis, à l'endroit de mes compatriotes, je leur dirais que, bon, ces élections qui viennent sont importantes au sens où elles vont nous permettre de choisir entre ceux qui veulent un avenir de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire réconciliée, définitivement réconciliée, et une Côte d'Ivoire où la réconciliation est utilisée comme moyen pour asseoir un pouvoir, et donc c'est utilisé comme méthode politicienne pour asseoir un pouvoir, ceux qui veulent la paix pour notre pays, ou ceux qui considèrent que l'essentiel c'est qu'ils soient au pouvoir. Je crois que le choix va être clair. Nous aurons le temps de développer tout ça, mais d'ores et déjà, le choix me paraît très clair. Certains veulent la réconciliation, une réconciliation durable, une paix durable pour notre pays, dans un pays qui va reprendre sa course vers le développement, le vrai, une croissance partagée, et certains, d'autres, qui vont estimer que le pouvoir, l'essentiel, c'est de le garder, quel que soit le résultat que cela produit sur les libertés, sur la démocratie. L'essentiel, c'est que son autorité soit affirmée sur le peuple, au détriment même de l'intérêt du peuple. Moi, je ne fais pas partie de cela. Donc, le peuple aura choisi. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette émission. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Voilà, vous l'avez parfaitement compris. Nous allons aller donc très rapidement, 15 petites minutes, pour avoir donc la réaction donc, de nos frères qui étaient dans en ligne, qui ont posé donc des questions. Alors, je vais aller rapidement du côté donc, du docteur Jean-Aimé Mouketou, qui a insisté sur une question. Alors, docteur Mouketou, allez-y pour un petit commentaire par rapport à l'interview que vient nous accorder donc monsieur Charles Konabani, candidat donc à l'élection présidentielle. Oui, monsieur Jacques Roger, merci. C'était un grand plaisir de poser des questions à une grande personnalité de votre pays d'origine. Mais je vais vous dire en toute objectivité que M. Charles Kona ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu. J'ai trouvé ses réponses, quelques réponses aux questions qu'on lui a posées, hésitantes. Je pense qu'il n'est pas, comment dirais-je, décidé à occuper cette fonction. Je n'ai pas vu un homme politique très déterminé. Vous savez, quand on parle de fouettiste, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un fouettiste qui était sur nos antennes. J'ai vu un fouettiste en fait qui est hésitant, qui n'est pas sûr de ce qu'il donne comme réponse. Je l'ai vu hésitant quand il s'agissait des questions là où il pouvait cogner directement, parce que c'est ça aussi la politique, éviter d'hésiter, surtout quand on est en face d'un adversaire comme le régime dictatorial qui dirige la Côte d'Ivoire depuis plus de 4 ans. Je n'ai pas vu un candidat à une élection présidentielle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que chacun
style, hein, Dr Muketu. Hein, oui, chacun son style. Oui, chacun son style. Vous savez, son style face au dozo. Vous savez, vous l'avez posé, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé des questions sur l'organisation des élections présidentielles. On a parlé des armes. Il n'a pas été clair. Il aurait pu dire, à mon sens, que voilà, aujourd'hui, les conditions que nous observons dans notre pays, dans votre pays bien sûr, ne permettront pas aux Ivoiriens ou bien au gouvernement actuel d'organiser une élection libre, sécurisée, en tout cas, au moment où nous sommes sur l'antenne. Il n'a pas dit clairement. Et quand il s'agit de l'organisation d'une telle élection, je n'ai pas vu un homme politique organisé qui dit que je suis prêt, par exemple, de contrecarrer le tripatouillage électoral que le gouvernement Dr Alassane Ouattara est en train d'organiser au niveau du logiciel même de l'organisation de cette élection. Il n'a pas précisé. Il ne nous a pas dit que, voilà, il y a des problèmes clairement dans cette organisation de cette élection et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à organiser une élection sécurisée et transparente. Il n'a pas été clair, même s'il a son style, c'est quelqu'un qui est posé, ça je l'ai apprécié, mais il n'a pas dit clairement. Donc moi je vous le dis, qu'il ne m'a pas convaincu et je lui ai posé des questions, par exemple, sur l'article 35. Vous êtes Ivoirien et j'aimerais entendre les autres Ivoiriens s'exprimer. Pourquoi a-t-il hésité en disant clairement que la constitution ivoirienne actuelle, en lisant l'article 35, ne permet pas au docteur Alassane Ouattara de se présenter. C'est comme ça qu'un candidat à une élection présidentielle doit s'exprimer face à ses électeurs. Docteur Muketu, vous savez que pratiquement ce problème, ça fait couler beaucoup d'encre de salive depuis pratiquement 20 ans. Et sa réponse est que bon, il n'est pas du tout juge, chacun a son opinion par rapport à ça, mais il attend que la justice se prononce sur ça, ou bien le président de la Cour suprême. Je pense que ce n'est pas aussi mauvais en soi, même si je vous comprends qu'il devait être peut-être assez direct. Mais étant donné que c'est un problème qui traîne depuis 20 ans, à l'origine même des coups d'État, des tueries et tout ça, je crois que le moment est venu de prendre au moins ces genres de sujets avec beaucoup de pincettes. Vous ne croyez pas, Dr Muketu? Vous savez, M. Jacques Roger, nous avons des hommes politiques. Les femmes, permettez-moi, n'écoutez pas ce que je vais dire. Nous avons des hommes politiques dans nos pays qui n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. C'est pourquoi les choses ne marchent pas dans nos États. La loi, la constitution dans un État, c'est le catéchisme, si vous me permettez l'expression, comme on le dit, lorsque la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été mise en place. C'est comme une constitution. On vous dit 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1, c'est pas égal à 3. L'article 35 dit ceci. Vous respectez ce que l'article dit. Si vous ne respectez pas cela, ça veut dire que vous êtes un homme hors la loi. C'est clair. Pourquoi tergiverser? Il vous a dit... Attendez, oui. Vous parlez de la... Il y a toujours donc des explications, des interprétations, et c'est pourquoi ce domaine est réservé aux professionnels. Bon, nous, pratiquement... Attendez, docteur, vous et moi, nous pouvons avoir notre mot à dire, mais un professionnel, c'est un peu donc c'est la justice, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur ça. Vous et moi, nous avons notre mot à dire. Vous ne trouvez pas, docteur Muketu, Je suis bien d'accord. Nous avons un mot à dire. Mais ici, il s'agit de la constitution d'un État. Moi, je vais vous poser une question. Pas seulement vous, même aux experts du docteur Alassane Ouattara. Ils sont là qui m'écoutent. Venez me dire que si cet article était dans la constitution des États-Unis, pouvez-vous vous imaginer qu'une États-Unienne ou bien un États-Unien
venir s'amuser en disant oui, on va attendre l'analyse du président de la Cour, je ne sais pas, constitutionnelle des États-Unis. Mais non, c'est le citoyen. Oui, mais docteur, si les États-Unis étaient en guerre, oui, le pays a été divisé et autres, croyez-moi, il y a des concessions qu'on peut accepter en temps de guerre. On n'acceptera pas en temps de paix. C'est aussi clair que ça. Dans n'importe quel pays où il y a eu certainement de guerre, il y a toujours certainement des concessions. Vous savez, M. Jacogé, je répète, pas seulement par rapport à votre pays. Il s'agit de nos pays. Vous parlez de guerre. Un État comme la France, on a parlé de révolution française. La révolution française a commencé à l'Assemblée nationale, qui voulait une constitution. Nous avons une constitution, vous avez une constitution qui a été votée par le peuple ivoirien, le peuple souverain. Dr Mouketou, il y a eu l'occupation allemande, et pendant cette période, il y a eu beaucoup de choses que la France ne va pas du tout accepter aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il nous reste seulement 5 petites minutes, je vais avoir donc la réaction du pasteur Nda rapidement. Pasteur Nda, le docteur Mouketou nous a engagé dans un débat. J'aimerais certainement l'avoir une autre fois où on aura plus de temps pour continuer un peu ce débat. Allez-y, pasteur Nda, votre commentaire. Oui, merci Jacques. Et puis je salue le docteur Mouketou. Je veux dire une chose, Jacques, simplement rapidement. C'est que généralement on veut que les gens disent ce que nous voulons entendre. Sinon, je pense que M. Charles Konambani a répondu à la question. Il a dit ceci, et là j'ai été content d'entendre cela, d'ailleurs sur 2 points. Il a dit que c'est le président de la République qui doit faire appliquer, n'est-ce pas, les lois, les articles, n'est-ce pas, de la Constitution. C'est une réponse claire. Cette réponse signifie qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, selon la question qui lui a été posée, la responsabilité et la pression se trouve sur les épaules de Ouattara, n'est-ce pas? En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est que, écoutez, on doit avoir compris que c'est comme ça que moi j'ai compris que la responsabilité se trouve sur le président de la République qui a le devoir et la mission et la responsabilité de faire appliquer les articles, n'est-ce pas, de la Constitution. Alors, nous pourrons parler d'état de droit. Il s'est prononcé également sur la justice. Il a parlé d'une justice qui est aux ordres, mais qui fait ce qu'elle veut. Il a parlé d'un déni des choses. Je pense que M. Charles Konambani a été suffisamment clair là-dessus. Et il a été très précis, très très précis. Bon, moi, il ne m'a pas surpris quand nous savons comment il parle. Ça semble caustique, mais c'est droit. Je ne pense pas que M. Konambani soit quelqu'un qu'il faille véritablement intimider. Il n'est pas quelqu'un qu'on intimide. Maintenant, là où je suis, également... En début de mission, il avait voulu jouer un peu le professeur. Je crois qu'il avait oublié qu'il était candidat. Au fil des émissions, il avait, effectivement. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, effectivement, il avait essayé de jouer un peu et après, il s'est rappelé qu'il est candidat, n'est-ce pas? Candidat. Sinon, en fait, et là, je suis très satisfait parce que, Jacques, depuis un certain temps, on se pose, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se posent véritablement la question concernant les casses au niveau de la BCAO. Monsieur Charles Konambani a dit quelque chose qui, depuis un certain temps, est en train de circuler parmi les Ivoiriens. Il a dit, est-ce que vous avez la preuve que ces casses ont été effectivement faites par, n'est-ce pas, Soro ou quelqu'un d'autre? Donc ça veut dire, n'est-ce pas, de l'autre côté, que lorsqu'on va aller en profondeur dans les enquêtes ou lorsqu'on aura ce qu'on appelle les états généraux, peut-être si ça a lieu un jour, mais la réconciliation, on finira par savoir réellement qui a fait ces casses. Et je suis très intéressé de savoir, il y a beaucoup de choses qu'on a voulu nous faire entendre, mais il est temps que peut-être la vérité concernant certains actes puisse venir sur la table et que réellement, à partir de ce jour-là, on puisse aller essentiellement à la réconciliation. Pour moi, j'estime que la politique, ce n'est pas du suicide. On demande à M. Jacques Konambani de désosser son programme dès maintenant. Ça va être difficile. Quand on sait que rien n'a démarré encore, n'est-ce pas? Le problème du désarmement, il est très mal placé même d'ailleurs pour souhaiter le désarmement. Parce que, Jacques, c'est le chef de l'État qui doit démontrer, justement. Et il a dit ce soir qu'il y a des problèmes et il y a des sujets
qui constituent des blocages aux élections de 2015, il va falloir que tous ces points soient réunis et traités avant qu'on puisse aller aux élections. Et je crois que l'article 35, le désarmement et autres, font partie justement de ces points-là. Ce qui est sûr, je ne crois pas que M. Charles Konabani ou Kakabe ou Etiamara seraient prêts à aller à des élections s'il n'y a pas de désarmement. Voilà. D'accord. Merci, Jean. Merci, Pasteur Nda. Alors, Mathieu Boabré, lui, il a eu la possibilité de poser 3 ou 4 questions, surtout la toute dernière question. Je ne sais pas s'il était satisfait de la réponse. Alors, Mathieu, vous êtes en ligne. Alors, Jacques, merci beaucoup. Je crois que les avis sont partagés. Je rejoins à 100% Dr Mouketou pour dire, franchement, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. M. Bani n'est pas encore prêt pour être candidat aux élections présidentielles. Ça, il n'y a même pas de doute. Et je rappelle aux auditeurs que nous allons revenir sur cette interview le samedi prochain. M. Konan Bani, c'est là, en tout cas Jacques, c'est la toute première personnalité depuis que cette radio existe. C'est la toute première personnalité qu'on invite et de surcroît qui est candidat aux élections présidentielles, qui refuse de donner, de critiquer le régime en place. C'est la toute première personnalité. Même des cadres même qui sont autour de monsieur Alassane Ouattara, le critiquent. Les gens qui ont conduit M. Ouattara au pouvoir, par exemple monsieur le docteur Ayuya, le docteur Doumbia Major, des gens qui étaient les lieutenants de M. Alassane Ouattara, on les a invités ici, ils ont pu dire un mot sur la gestion de ce pouvoir-là. Alors, quelqu'un qui se dit candidat, alors à écouter M. Bani, on a l'impression qu'il est candidat juste parce que Bédier ne veut pas que le PDCI ait un candidat. C'est tout ce qu'on a compris. C'est tout. C'est-à-dire lui-même là, pourquoi il est candidat? Qu'est-ce qu'il observe aujourd'hui dans la gestion du pouvoir en place? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut changer? Non, un mot, pas du tout un mot de cela. Alors, franchement, je me dis, ça je le dis franchement, M. Bani n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Quand il sera prêt, il viendra, il prendra son courage entre les deux mains pour dire ouvertement aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai constaté qui ne marche pas en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi je veux venir être président, voilà ce que je veux constater, je veux changer. Monsieur Bani est économiste, on nous dit que... Oui. Il a été clair, chacun a son style. Il a dit que les jours à venir, il aura la possibilité donc de présenter son programme, puis certainement se lancer un peu dans la campagne, dans les critiques et autres, mais pour le moment... voilà Jacques, justement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas encore prêt, c'est-à-dire pour communiquer son programme au peuple, en ce moment-là, moi, c'est pas son programme qui m'intéresse pour le moment. M. Bani est un cadre d'ailleurs. C'est un cadre du PDCI. Voilà la logique. C'est un cadre du PDCI. M. Bani est allé battre campagne, dire aux Baoulés de voter pour Alassane Dramane Ouattara. Je mets entre parenthèses les promesses qu'on lui a même faites. Donc il allait pour voter pour Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara dit qu'il dirige ce pays sous la direction de M. Henri Konan Bédié. Ça veut dire quoi? Qu'il dirige le PDCI avec le RDR, avec les cadres du RDR. M. Bani attend à être président avant d'aider M. Ouattara à diriger le pays, comme il le dit, à mieux le diriger aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas donné à M. Ouattara ce qu'il pouvait faire de mieux? Ce qu'il pouvait faire pour que le pays soit mieux dirigé. Alors il est resté à l'écart, il a gardé ce qu'il promet aux Ivoiriens, il n'a pas dit ça à M. Ouattara, il attend d'être au pouvoir pour le faire, alors que le pays est dirigé avec la complicité du PDCI. Non, son programme non, soyons quand même sérieux. Je crois que les candidats n'ont qu'à se dire qu'ils auront affaire, on est maintenant en 2015, ils auront affaire à des gens qui ne vont pas se laisser berner par ce discours-là. M. Bani n'a jamais, le problème fondamental de M. Bani, ça je le dis honnêtement, M. Bani n'a jamais été courageux dans toutes les actions qu'il pose. Jamais. Et c'est pourquoi je lui ai dit tout à l'heure. M. Bani est venu pour être Premier ministre, il y avait des actes. Mathieu, voilà, c'était pour poser une question. Mathieu, je pose une question, puis je vous le micro. Je crois que vous ne m'entendiez pas. Mathieu, alors, ce que je suis en train de dire, est-ce que quand vous dites qu'il n'a pas du tout critiqué le régime, est-ce que c'est pas un peu fort, dans la mesure où nous l'avons vu critiquer? Peut-être qu'il n'a pas utilisé les mots que vous voulez utiliser, mais il a parlé de la justice des vainqueurs, il a parlé donc de la manière dont les choses sont gouvernées, que tout retombe dans la main du chef de l'État, que pour le moment le chef d'État ne fait rien. En somme, il nous a dit que le chef d'État qui est là n'est pas du tout compétent, qu'il faut certainement mettre une autre personne en place.
n'a pas utilisé ses travaux. Non, en fait, c'est pas que je cherche à attendre ce que j'ai envie d'attendre. Jacques Roger, vous avez entendu ici sur cette radio des gens que je viens de citer, par exemple, Dr Ayua, Dr Doumbia Major, M. Kona Kwadio Bertin, qui est d'ailleurs candidat comme lui, qui ont fait des analyses, on lui demande des analyses concrètes de ce qu'il voit sur le terrain. Ce n'est pas une histoire de... Bon, enfin, de toute façon... Allô? Alors, oui, allez-y, finissez votre point, allez-y. Voilà, ce n'est pas une histoire de son programme qui m'intéresse. Je dis que quand on est candidat aux élections présidentielles, c'est que la première des choses, c'est qu'on a observé sur le terrain des choses qui ne plaisent pas. Et c'est le moment de le dire. Et puis en plus, non, on aura l'occasion de revenir dessus. M. Bani a dit qu'il allait voir M. Laurent Gbagbo et que ce n'est pas dans le cadre, c'est pas pour demander à Gbagbo de lui donner des gens pour voter pour lui. Bon, ça, ce sont des discours que j'appellerais des discours qui distraient les gens. Monsieur Bani ne peut pas attendre à la veille des élections présidentielles pour aller voir Laurent Gbagbo et dire qu'il ne parle pas de politique avec lui. Il y a longtemps, M. Bani est au pays, depuis Laurent Gbagbo est à la haie, ça fait plus de 3 ans. Et depuis là, il ne va pas le voir, c'est dès qu'il déclare sa candidature qu'il va aller le voir pour nous dire qu'il va le voir parce que c'est son ami. Bon, on aura l'occasion de revenir dessus. Jacques, pour le moment, je m'arrête là. Il y a plein de points sur lesquels j'avais voulu revenir. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais on aura l'occasion d'en discuter certainement le samedi prochain. Oui, mais M. Boabré, vous êtes journaliste, il a expliqué la raison pourquoi il n'a pas pu rencontrer M. Laurent Gbagbo, parce que sa mission ne lui permettait pas. Il avait demandé l'autorisation, ça a été clair que M. Laurent Gbagbo ne faisait pas partie un peu donc de sa mission, donc il était sous mission, il ne pouvait pas donc le faire. Maintenant qu'il n'est pas sous mission, peut-être qu'il peut le faire. Je ne suis pas en train de le défendre, mais c'est ce qu'il a dit, c'est l'explication qu'il a donnée. Alors, on reviendra donc un peu comme l'avait dit à vous tout à l'heure. Je vous promets, Mathieu, je vous permets donc d'avoir le dernier mot tout à l'heure. Alors, si ce sera, allez-y pour votre point rapide. Oui, merci Jacques. Je pense que le peu que j'ai entendu, je ne crois pas que le Premier ministre ait évité les questions. Je pense plutôt que, comme vous l'avez dit, c'est une question de personnalité et de style. Il y a des gens qui disent vertement ce qu'ils pensent, et puis il y en a qui le disent avec classe. Pour la dernière interaction que j'ai eue avec lui, je crois qu'il a été très clair. Il a été clair pour dire qu'il est déçu de M. Ouattara et qu'il ne lui fait plus confiance. Et clairement, s'il avait su que M. Ouattara était un doubleur, eh bien, il n'aurait pas marché dans la combine. Et s'il a marché, c'est parce que c'était dans le cadre d'une alliance RHDP. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas y avoir de candidat. Je ne pense pas qu'il soit peureux. Je pense plutôt que c'est sa personnalité, quelqu'un de très calme qui n'aime pas agresser les gens par les paroles. Donc, peut-être que si on s'attend à entendre un politicien violent, assertif, qui dit les choses, qui tape la main sur la table, on sera déçu parce que ce n'est pas son style, ce n'est pas son genre. On ne peut pas le comparer à Kakabé. M. Bani, c'est un politicien ivoirien, Jacques. Ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. Il a vu ce qui s'est passé au PDCI, il sait d'où ils viennent tous et il sait où ils s'en vont. Il sait aussi qui est M. Ouattara. Mettons de côté cette petite blague qu'il a eue tout à l'heure avec nous en disant « je ne savais pas ». Il sait qui est M. Ouattara et donc quand aujourd'hui il sort pour être candidat, je pense que c'est parce qu'il a compris que vraiment, ce qu'on m'avait dit, c'est vrai, tu n'es pas un homme de confiance et puis tu ne fais rien de bon. Quand M. Bani vous parle de partager la richesse et qu'il ne faut pas que ce soit un petit groupe qui s'en accapare, il critique clairement M. Ouattara qui est dans le rattrapage et dans la gouvernance duquel c'est seulement les nordistes qui mangent. Donc je pense que les gens ont leur façon d'exprimer. Peut-être qu'on s'attendait, la plupart des Ivoiriens et des Africains, nous attendons à voir des gens qui vont venir contre M. Ouattara avec violence pour dire c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Mais ce n'est pas ça. C'est un homme politique qui veut le pouvoir. Et si vous voulez être demain à la tête d'un pays, vous ne pouvez pas verser dans la vulgarité. Il faut le faire avec classe et j'ai apprécié ça chez lui. Il faut lire entre les lignes dans ce que M. le Premier ministre a dit. Il a été très clair. M. Ouattara n'est pas digne de confiance. M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire avec un petit groupe. Les biens ne sont pas partagés, mal gérés. Donc c'est clair. Il désavoue M. Ouattara. Il est même déçu parce que tout ce qu'il a essayé comme réconciliation, et il a été clair.
est-ce que c'est celui qui est le président de la commission qui fait la réconciliation ou le chef de l'État? Il nous a dit clairement, si vous lisez entre les lignes encore, que M. Ouattara est celui qui a bloqué la réconciliation. Lui, il n'était qu'un conseiller, il donne des conseils, il dit comment il faut mener cela, mais si M. Ouattara dit non, eh bien, ça meurt. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Donc, je pense que les politiciens sont différents. Au fur et à mesure que nous allons les rencontrer, nous verrons les qualités et les faiblesses, les différences des uns et des autres. Et j'apprécie vraiment son calme. Merci beaucoup, Sister Sarah. Ce que vous aviez dit, il faut savoir lire entre les lignes. Je suis d'accord avec vous. Entre les lignes, il a dit pratiquement ce que beaucoup de personnes ont dit pratiquement tout. Hein? Voilà, je suis un peu d'accord avec vous, Sister Sarah. Même si, bon, voilà, selon certaines personnes, il n'a pas été très direct, mais entre les lignes, nous comprenons exactement ce qu'il voulait dire. Merci, Sister Sarah. Hein? Alors, Monsieur Kwasi Dougan, où vous situez dans tout ça? Entre les lignes ou bien au-delà des lignes? Oui, merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Grâce à votre radio, nous avons un contact direct avec des autres autorités de notre pays et du monde entier. Ce que je vais vous dire, c'est que à avoir écouté le candidat Konambani, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, vous savez, la lutte politique est multiforme. Et dans la lutte politique, il y a des gueulards, il y a des gens qui disent tout. Et la plupart, les gueulards, ceux qui disent tout, se font plus ou moins rattraper par leurs paroles. Et il faut faire très attention en politique lorsque vous parlez, lorsque vous donnez des points de vue. Il faut faire très attention. Vous voyez, aujourd'hui, la politique ivoirienne, nous ne sommes pas en temps normal. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire, nous sommes en face d'un démon politique et Alassane Dramane Ouattara. Donc, il faut faire très attention. Monsieur, je comprends bien le frère Mouketo et le frère, Boabré, mais oui, Mathieu Boabré, je vous comprends. C'est-à-dire, ils auraient voulu voir, Konambani avec des gants de boxe qui cognent à la salle. Oui, c'est ça, ils veulent l'entendre. Effectivement, il faut faire très aussi attention en lisant entre les lignes. Mais en Côte d'Ivoire, comme la sœur Sarah vient bien dit de préciser, mais en Côte d'Ivoire, combien de personnes qui puissent lire entre les lignes? C'est ça aussi. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire avec plus de 50% d'analphabètes, avec de peu d'intellectuels parmi eux. Il faut considérer que 50% des intellectuels des Ivoiriens raisonnent comme des analphabètes. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a au moins du tonus dans la parole, dans ce qu'il dit. Monsieur Konambani a dit beaucoup de vérité. Et j'ai soulevé, la question que j'ai posée par rapport à ce que les gens du RDA et puis d'autres qui disent, il a été président de la commission CDVR, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il a sorti la vérité. Cette vérité, c'est ce que nous tous on dit ici. La réconciliation, c'est une volonté politique de la part du président. Bon. Aujourd'hui, ça le nettoie complètement. Ce n'est pas lui qui va venir se mettre devant pour réconcilier les Ivoiriens, même au temps du président Laurent Gbagbo, où il a mis une commission de réconciliation en place. Ils ont fait la commission. C'est pas M. Sédou Deyara qui est venu se mettre devant pour dire réconciliez-vous ou bien réconcilions-nous. Ils ont fait des propositions données au président Laurent Gbagbo, à lui d'exploiter pour amener les Ivoiriens à se réconcilier. C'est la même chose qu'il a faite. Donc, il appartient au président de prendre ses responsabilités pour réconcilier les choses. Il a dit beaucoup de choses. Ce qui m'a plu en lui, c'est que M. Konambani n'est pas encore devenu le politicien politique. Politicien politico-politicien. Exactement. Pour le moment, il n'est pas dans la politique politicienne. Merci, M. Boabré. Il va tout droit au but. Mais ce que je veux dire, comme les frères l'ont soulevé, il est candidat. Même s'il doit avoir des retenues, même s'il faut se confier à des institutions spécialisées pour parler à notre place, mais et si
demain, aujourd'hui, tout le monde sait que Alassane Ouattara a verrouillé la commission électorale, il a verrouillé le Conseil constitutionnel. Si demain, ces deux institutions prennent des décisions qui vont contre l'avis du peuple, qu'est-ce que M. Konabani va dire? Est-ce qu'il va dire que c'est parce que ces institutions spécialisées ont donné leur verdict, donc le peuple doit suivre? Non. Donc, pour un candidat, il faut... Bon, c'est le début, c'est un monsieur qui n'était pas trop imprégné dans la politique. Je sais que tu ne peux pas être gouverneur sans être politicien, mais moi, ce que je dis, M. Konabani a besoin d'un grand stratégiste à côté de lui et qui montre un peu de temps en temps, c'est vrai de dire la vérité, certaines choses, mais la politique ivoirienne, moi je dis qu'en Côte d'Ivoire, 75% des Ivoiriens raisonnent comme des analphabètes. Donc il a besoin de sortir un peu des gongs pour faire entendre, pour faire comprendre ceux qui sont encore, noyautés, dans le flou. Il faut qu'il soit vraiment, qu'il soit un peu agressif dans ce qu'il dit. Il ne faut pas toujours attendre que les gens qui ont un esprit évolué lisent entre les lignes, ce qui veut dire, vous voyez la popularité du président Laurent Gbagbo, ce qui a fait sa popularité devant des hommes de calibre comme M. Francis Baudier, M. Zadi Zaourou, c'est que M. Laurent Gbagbo a fait comprendre quand le président Laurent Gbagbo s'exprime, même la petite commerçante ou bien le petit cireur de la rue comprend le langage du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui a fait sa popularité. Donc, je suis sûr qu'il a un bon programme, je suis sûr qu'il a de très bonnes idées. Il a été premier ministre, il a été gouverneur, il a été, CDVR. En tout cas, je pense qu'il connaît beaucoup de choses de la Côte d'Ivoire, mais il doit s'exprimer de telle sorte que le petit cireur, la petite vendeuse puisse comprendre directement ce qu'il veut dire. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Voilà. Merci, c'était un très bon débat. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Nos frères guinéens sont déjà en ligne, ils attendent déjà. Alors, on va prendre peut-être demander encore 3-4 petites minutes. L'OS qui était en ligne, je crois qu'il voulait poser une question, n'a pas eu de temps. Alors, l'OS, allez-y pour votre commentaire. Jacques, on dirait que... bonsoir tout le monde d'abord, on n'a pas le temps. On dirait que le Premier ministre a un poids. Là, comme je viens de dire, M. Goudon, où il est arrivé là, les langues de bois, je sais pas comment dire, il est retenu par, disons, par la fonction, ça n'existe plus. Là, nous, on n'a pas appelé, c'est vous qui faites, nous, on n'a pas le temps d'interpréter ce qu'il devait dire, qu'il n'a pas dit. Non, Jacques. Nous, on doit l'entendre sur notre langage, c'est nous qui allons le voter. Si maintenant on doit interpréter que bon, ça là il n'a pas dit, mais ça voilà ce qu'il va dire, bon ça là voilà. Non, on n'a pas ce temps, il y a beaucoup de candidats. S'il ne veut pas s'exprimer comme on veut, d'autres le feront. Nous on va aller ailleurs. Vous savez comment on veut savoir s'il est retenu, si la langue de bois, non, il n'est pas pour la politique, pour notre politique, du moins. Bon, pour vous qui aviez, vraiment l'esprit sain pour comprendre ce que les gens parlent, moi je suis pas là pour interpréter les idées de quelqu'un. Moi je veux que tu t'exprimes. Comme tu entends, pourquoi je t'entends, moi je suis pas là pour dire que, ça, en disant ça là, il veut que j'ai dit ça. Non, je n'ai pas ce temps-là. Donc moi je veux un politicien direct qui me dit les choses telles qu'ils sont, quand je le vois. Voilà, ma question par exemple, je voulais lui demander... Alors oui. C'est très situé à M. Laurent Gbagbo, qui vient dire pratiquement tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Et ça, ce n'est pas la stratégie de politiciens, vous comprenez. Il y a des politiciens qui parlent pour le commun, pour tout le monde, et puis il y a des gens qui viennent analyser les propos. Vous voyez, Barack Obama qui est là, il ne vient pas parler seulement pour le politicien qui est donc, j'allais dire, dans le petit Harlem. Il parle de façon générale, vous comprenez, avec le français accessible à tout le monde. Et ensuite, il a des analyses qui viennent certainement expliquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le genre de politicien de Laurent... Attendez, une minute. Le genre de politicien de Laurent Gbagbo, il n'y en a pas trop en Côte d'Ivoire, vous comprenez. Voilà, les gens, comme vous êtes habitués, qui viennent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, même ce qu'on ne doit pas dire tout haut. Jacques, à ce moment, vous serez un bon élément dans la stratégie de Paris, parce que là, moi, le petit tailleur de choses d'Abobo,
c'est pas ça que je vais entendre de Bani. Moi, la petite vendeuse de Dagamé, c'est nous qui votons ce que j'ai dit. Alors, s'il faut, Bani doit doubler, alors je vote qui? Je vote Bani ou bien le stratège? Alors voilà le problème que nous on aura à Bani. Nous, on veut en casser. Vous avez raison, choisir le juste milieu, accessible certainement, vous allez dire, au petit de Brahma-Côté et puis certainement au grand de Cocody, hein? Je vous comprends. Hein? Voilà, il y a deux langues. Voilà. Nous, les gens de Brahma-Côté, là, Bani, là, il ne nous ferait pas. Bon, je crois qu'il choisit ses électeurs, c'est très bon, les intellectuels, les riches. Bon, ça, mais nous, les petits vendeurs de Brahma-Côté, de la Bobo, vraiment, Bani est trop fort pour nous. Voilà, merci. Alors, non, j'ai pas dit que vous êtes à vraiment côté, hein. Moi, je vous trouve peut-être pourquoi pas. Non, moi-même, je me dis que non, parce que là, ce qu'il dit là, vraiment, c'est trop fort pour nous. Moi, je peux comprendre, mais c'est trop fort pour nous. Nous sommes des Ivoiriens, on sait comment on parle à Bobogat, on sait comment on parle à Bama Côté. Tu dois t'adresser à nous, avec des langages ou des noms. Nous, on veut savoir, qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on veut savoir, par exemple, qu'on appelle des questions simples sur l'éligibilité de la femme. Est-ce que tu as hésité? Il est ou bien n'est pas? Oui ou non? Pas. Mais quand on va écouter, on va écouter qui a contre Bani. On va jouer ta mort là. On va pas faire comme Laurent Agueyi, hein. Vous savez, c'est Laurent Agueyi qui est TGV. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, hein, faut pas trop vite parler, vous comprenez. Même s'il y a certaines choses que vous avez des informations, mais vous n'êtes pas juge. Vous ne pouvez pas venir dire tout de go, M. Ouattara est ceci et M. Ouattara cela, comme vous le dites, comme Laurent Agueyi le dit. Mais vous le dites avec beaucoup plus de subtilité, vous comprenez. Et celui qui est là peut comprendre. C'est-à-dire, il ne faut pas venir dire qu'il n'est pas éligible. Alors, Jacques. Oui. Alors, Jacques, je voulais juste, ma dernière intervention, tu m'avais promis, donc je voulais juste rapidement dire quelque chose là, parce que je suis d'accord avec ce que Kwasi Dunga vient de dire, et puis en même temps, je mets tout ensemble avec ce que Sister Sarah aussi a dit, mais il faut être réaliste, hein, comme je le dis, comme ils l'ont dit. Vous vous rappelez des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui se sont déroulées, bien sûr, c'était en 2010. On a vu M. Konan Bédié, par exemple, venir à une conférence, à un meeting, parler le Nouchi. Pourquoi il s'est exprimé en Nouchi? C'est parce qu'il se dit. Comment? On va les tigres, voilà, on va les fraya, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il a eu à prononcer des mots Nouchi. C'était une façon pour lui de descendre dans la gadoue où il se dit que c'est dans cette gadoue-là, ils sont nombreux ceux qui peuvent me voter. C'était ceux-là qui étaient en face de lui là-bas, hein. C'est ceux-là qui... C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Donc il faut s'adapter au milieu auquel tu t'adresses. C'est ce que je voulais juste dire. Sinon, Sister Sarah, Jacques Roger, Kwasi Ndouga, Pasteur Nda, nous pouvons arriver à lire entre les lignes de ce qu'il dit. Mais lorsque tu arrives, tu as en face de... Mathieu, on va les foyer, on va les tiguer. Laurent Konan Bédié a prononcé ça combien de fois? Une seule fois, où il était en face de lui, donc les morons. Les bras m'ont posé de lui. Mais à la télé, il y a des mais justement, il a prononcé ça une seule fois, mais il sait au moins qu'en le disant, les gens vont reprendre ça, ça va faire boum. Vous avez entendu le lendemain, tous les journaux ont repris ça. Pourquoi? C'était son objectif, ça. Pour que les gens sachent que Bédié est au milieu de nous, les Bramogos aussi. Alors, c'est juste pour dire que nous qui pouvons dire entre les lignes, justement, on n'est pas nombreux. Parce que la démocratie, c'est ça, c'est le nombre que les gens cherchent. Aujourd'hui, là, comme je l'ai dit, les gens cherchent à ce que tu leur dises qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que toi qui es à cette place-là, toi qui es en haut là. Monsieur, je sais que si Sarah reviendra sur ça tout à l'heure. Alors, Agueyi, rapidement, 30 secondes et puis nous allons rendre le micro, l'antenne. Il faut dire à M. Boisbré qu'il n'est pas encore dans le stade. Et puis si c'est à Bobo, nous on va aller à Bobo. Voilà. On va les tiguer à Bobo. Nous on va aller à Bobo parce que c'est une question de stratégie. Il n'a pas besoin d'aller là-bas. D'accord, merci alors. Agueyi, l'homme qui pour le moment, il est venu aux États-Unis. Pour le moment, il a parlé aux Américains
aux Ivoiro-Américains ou aux, je sais pas moi, ceux qui vivent ici. Donc le langage était un peu clair. Il parlera aux gens à Bobo. Nous parlerons aux gens à Bobo. Voilà. Merci. D'accord. On vous attend à Bobo là-bas. Merci, commandant Jacques. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Merci, commandant Jacques. Je pense que le Premier ministre Konan Banny va peut-être m'amener à ce pays pour témoigner contre les braquages de la BCAO. Mais comme je lui ai posé la question, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais compris, sinon su sa position face à ce braquage. Et nous voulons savoir s'il veut être candidat aujourd'hui pour être président de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il nous dise beaucoup de choses, parmi lesquelles, par exemple, qu'est-ce qu'il appelait le truc foraine, là, comment ils ont appelé ça? Opération foraine, je crois. Audience foraine. Voilà, audience foraine. Il faudrait qu'ils nous expliquent ce que cela voudrait dire et qu'est-ce qu'ils ont fait au juste. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, il a contribué à beaucoup de choses qui aujourd'hui vont rebondir et qui mettent la Côte d'Ivoire dans une position très fragile. Alors aujourd'hui, il veut diriger un pays comme ça. Il faudrait qu'il nous dise comment il va procéder pour sortir ce pays-là de ce bourbier. Bon, une autre préoccupation, c'est, par exemple, lorsque ces gens-là, quand il était par exemple Premier ministre et que depuis Marcoussi a autorisé qu'il soit Premier ministre avec des pouvoirs élargis. Alors, il faut qu'il nous explique ce que c'est que les pouvoirs élargis. Et si demain lui il est président et qu'on donne ce même pouvoir-là à un ministre, bien un Premier ministre, comment est-ce qu'il va se sentir? Donc, il faudrait que ces candidats-là nous expliquent leur position. Non, mais M. Agueyi, c'est pas lui qui avait demandé qu'on lui donne les pouvoirs à élargir, hein. C'était des accords. Lui, il n'avait rien à voir. C'est pas lui qui avait demandé ça. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si demain il est président qui n'a pas demandé et qu'on donne des pouvoirs élargis à Agueyi, et pendant que lui il est président, comment est-ce qu'il va se sentir? C'est ça la simple question. Oui, mais il faut qu'il y ait une crise pour cela. C'est pas. D'accord. C'est pas en temps normal, on a donné les pouvoirs élargis à un Premier ministre. D'accord. Mais voici des gens qui acceptent que des résolutions qu'on prend à l'étranger viennent pour dissoudre leur constitution, la constitution de leur pays, la constitution sur laquelle est basée leur nation. Ils acceptent que des lois extérieures viennent. Ah non, Boabré ou bien mon frère Jacques, moi je ne suis pas prêt à accepter des choses. Alors, voilà, merci. Voilà, merci Jacques. Good night.